Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Épisode assez spécial aujourd'hui puisque c'est le premier épisode de la Spooky Season, notre cycle annuel de podcasts d'Halloween. Et quoi de mieux pour inaugurer la saison que de parler d'un film de la franchise Halloween, une saga qu'on avait déjà entamée il y a 2 ans avec un épisode sur le controversé Halloween 3, et nous revoilà aujourd'hui dans les rues froides d'Haddonfield pour parler d'un autre épisode très débattu chez les fans, le fameux Halloween 5, la revanche de Michael Myers. Halloween 5, c'est le deuxième film de la trilogie Halloween 4, 5 et 6, qui remet au centre de la franchise le légendaire croque-mitaine Michael Myers après la tentative d'Halloween 3, raté commercialement mais culte aujourd'hui, de faire de la saga Halloween une série de films anthologiques qui n'ont pas rapport entre eux et qui n'ont pas rapport avec Michael Myers. Sorti en 89, à peine 1 an après Halloween 4, Halloween 5 reprend directement là où le précédent s'arrêtait. Souvenez-vous, le 4e opus se terminait sur un gros twist avec une sorte de passation de pouvoir entre Michael, qu'on pensait mort après s'être fait défoncer à coups de fusil à pompe à la fin du film, et sa petite nièce Jamie Lloyd, interprétée par une toute jeune Danielle Harris, suggérant qu'elle pourrait devenir la nouvelle tueuse de la saga. Mais Halloween 5 sort et prend tout le monde à contre-pied. Jamie n'est pas devenue psychopathe, elle est désormais muette, internée dans un hôpital pour enfants et hantée par une sorte de connexion psychique avec son oncle Michael Myers que tout le monde croit mort jusqu'à son inévitable retour 1 an après les événements d'Halloween 4. Pendant ce temps, le docteur Loomis tente désespérément de stopper Michael. Loomis, toujours incarné par Donald Pleasence, qui est à ce stade à un niveau de roue libre et d'hystérie exceptionnel. Et bien sûr, tout ça culmine la nuit d'Halloween, et on n'en dira pas plus si vous avez pas vu Halloween 5, mais d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, coupez ce podcast tout de suite car on va spoiler comme jamais, et je pense sincèrement que vous ne comprendrez rien à la discussion qui suit. Vraiment, le film est disponible en DVD, en Blu-ray, bref, il est accessible, faites-vous plaisir. À savoir que la production du film a été particulièrement chaotique. Après le succès commercial du 4, le studio a voulu lancer la suite immédiatement, sans scénario finalisé. Résultat, un tournage précipité, des réécritures constantes et un réalisateur suisse, Dominique Otnin-Girard, parachuté au cœur d'un projet en pleine mutation. Autour du réalisateur Dominique Otnin-Girard, on retrouve plusieurs figures clés qui seront abordées plus tard dans l'épisode, donc je les présente très rapidement pour que tout le monde puisse suivre facilement le podcast. On a évidemment Moustapha Akkad, producteur exécutif du film et surtout gardien historique de la franchise Halloween. On a aussi Debra Hill, co-créatrice historique de la saga, principalement impliquée dans la production des 3 premiers films et pas officiellement impliquée dans Halloween 5, mais vous allez voir qu'elle joue un rôle clé dans la production quand même. Est aussi évoqué Shem Bitterman, qui signe la première version du scénario d'Halloween 5, qui sera largement remanié par la suite par le réalisateur et son ami scénariste Michael Jacobs, lui aussi évoqué plus tard. Et côté des effets spéciaux, on retrouve un jeune Greg Nicotero, futur maître du gore et des maquillages, connu mondialement entre autres pour les maquillages des zombies dans la série The Walking Dead. C'est lui qui conçoit les maquillages, les meurtres et le fameux masque de Michael dans cet épisode. Halloween 5 est souvent critiqué par sa narration confuse, son ton étrange et son fameux homme en noir, un mystère laissé en suspens jusqu'au 6e épisode, mais c'est aussi un film au style beaucoup plus gothique, beaucoup plus atmosphérique, beaucoup plus expressionniste, qui tente de creuser la psychologie de Michael Myers et de l'humaniser. Et c'est un film qui reste, pour beaucoup de fans, un objet aussi curieux que fascinant au sein de la saga. Et nous, on l'aime bien chez Jumpscare. Et justement, aujourd'hui, on va pouvoir en parler avec celui qui l'a réalisé. Dominique Otnin-Girard est avec nous dans Jumpscare. Dominique, comment ça va ? Bien le bonsoir, merci de m'avoir invité, ça va très bien, je suis en pleine forme. Nous attendons notre premier enfant dans la semaine qui vient, dans les 10 jours au maximum. Voilà. Oh, félicitations. Ah oui. Félicitations. Ouais. Donc, à tout moment, tu te lèves pour partir du podcast, quoi. Oui. Sacré happening. On est très content de t'avoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation, qui était partie d'un SMS en plus totalement opportuniste de base et qui a fini autour d'un café à Nantes, totalement aléatoire. Et nous voilà 2 mois après, pile à l'heure en plus pour la saison d'Halloween. Donc voilà, merci à toi d'être avec nous. Merci. Sont aussi présents évidemment Lily. Salut, bonsoir. Elle était choquée. Non mais j'attendais la suite en fait. Lily, rédactrice sur le blog du cinéma, pardon, je dis, mais voilà, grave. Bien sûr. Bonsoir. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut.
Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Amélie du Festival de Cinéma On vous ment. Bonsoir. Et moi-même évidemment Romain, votre hôte. Écoute, tu nous as dit quelque chose juste avant de commencer le podcast, Dominique. On va commencer par ça. Tu as revu le film pour la première fois, Halloween 5. Tu l'avais pas vu depuis des années. Recevant ton message cet après-midi, je me dis ah putain le rendez-vous. J'ai oublié évidemment. Et j'ai tout d'un coup eu le trac et j'ai vu ton gentil mail qui m'a offert de pouvoir voir la version française que je n'avais jamais vue du film, qui est très honorable malgré le mix qui a oublié beaucoup d'effets sonores. J'ai trouvé ça incroyable, le nombre d'effets sonores. Parce que je me rappelais de la musique du film, en fait. La musique, ça veut dire les sons, le rythme que le film a, en fait. Et ces effets sonores me manquaient, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. C'était bizarre, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quand Michael va tuer avec son épée de jardin, son grattoir de jardin, le Mike de l'histoire, après avoir griffé la voiture, le Mike de l'histoire sort de la voiture avec un pied de biche énorme, et il est là, et quand Michael le prend à la gorge, il le perd, et on fait dong, 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 par terre. Et je me dis, mais il est pas là. Mais c'est des effets sonores qui sont importants, quoi. Ou il y en a beaucoup aussi avec la petite, dans la chute. Il manque alors ils ont mis la voix, mais enfin bon, j'ai été étonné par le film. Ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Mais 35 ans, 40 ans, je sais pas, je l'ai pas revu depuis. Je l'ai vu dans une tente au Mexique, dans un petit village, en vidéo à l'époque, dans les années 90, comme ça. Évidemment, où tout le monde passait, mangeait du popcorn, tirait des coups de feu dehors et tout. Enfin, c'est très drôle de voir dans cette ambiance. C'est la dernière fois où je l'ai vu, tu vois. Eh bien, écoute, on va commencer avec toutes les questions qu'on a. On a beaucoup de questions, donc on va y aller. Évidemment, si tu as un moment où tu dois partir ou t'en as marre, tu nous dis. Hein. Voilà. Je suis à votre disposition. Allez-y. Vous êtes très calés. J'aime beaucoup vos émissions. J'en ai écouté 5 ou 6, et celle avec Coralie Farja. Étonnant, vous êtes tellement pointu avec vos questions et vos analyses que j'en ai le trac. Alors voilà, allez-y. Ça fait plaisir. Merci. Fait plaisir. Mais faut pas. On va revenir déjà au tout début, en fait. Tu es d'origine suisse et francophone. Et comment est-ce que ta carrière t'a amené à réaliser des films aux USA à l'époque? Alors, j'ai la double nationalité. Oui, je suis très français. C'est pas seulement suisse francophone. J'avais envie d'apprendre à faire du cinéma. C'est ça. En fait, je suis tombé dans le cinéma totalement par hasard parce que à l'époque, j'ai fait une année d'échange étudiant à Détroit quand j'avais 16 ans. Et je suis revenu en Suisse pour faire mon bac et j'étais vraiment mal dans ma peau en Suisse. J'aimais pas ce conservatisme conventionnel, etc. Et dès que j'ai eu mon bac, même assez bien, ma mère a dit, alors qu'est-ce que tu vas faire à l'université, etc. Mon père avait divorcé, il est resté en Iran. Et j'ai dit, non, je vais pas m'asseoir sur un banc d'école pendant 4 ans sans savoir ce que je vais faire de ma vie. Je dois savoir ce que je vais faire de ma vie. Et je suis parti. Et je suis arrivé à Londres où, complètement, mais par hasard, en sortant d'une expo de photos, je faisais de la photo à l'époque, je tombe devant London International Film School. Et j'ai dit non, je faisais pas d'école de cinéma, je vais pas. Et je savais pas. Film School, pour moi, ça veut dire être un chimiste pour développer ce qui était dans mon appareil de photo, les films. Mm-hmm. Ah oui, la pellicule. Je savais pas que c'était movie. J'avais aucune idée qu'on pouvait apprendre à faire du cinéma. C'était pas du tout dans mon petit village de Suisse, dans la norme. Je voyais peu de films. La télévision est sortie quand j'avais 12 ans. Et tu vois, c'est le premier show que j'ai vu à la télévision, c'est Marcel Marceau qui faisait le balayage de la plume et de la feuille morte. Et j'ai applaudi. J'ai été pris. Donc il y a quelque chose qui est dans mes gènes à raconter des histoires avec des images. Et en fait, j'ai fait cette école de Londres et rapidement, je suis revenu en Suisse. J'avais pas le permis, le visa pour rester en Angleterre. À l'époque, c'était pas l'Europe. Et j'ai fait 2-3 assistanats de réalisation à la télévision suisse romande avant que les assistants qui sont établis là-bas me foutent dehors parce qu'ils étaient jaloux de ce petit jeune qui vient comme ça prendre une place. Et j'ai fait ce premier long métrage qui m'a permis de m'établir en tant que réalisateur. J'avais 24 ans, c'était avec John Hurt, Julian Sands, Victoria Abril,
Et je me suis dit, mais t'es complètement taré, Dominique, tu t'inventes réalisateur et t'es pas du tout réalisateur. C'est pas ce que tu fais, en fait. Mais j'avais la hargne, la rage de, je sais pas. Et en fait, j'avais envie de retourner aux États-Unis parce que je savais qu'ils racontaient les histoires de manière claire. Et je voulais apprendre à raconter les histoires. Et donc, j'ai fait un deuxième film en Suisse avant d'essayer de développer des films. Et j'ai rencontré des producteurs et ils savaient pas de quoi ils parlaient. J'ai pas rencontré quelqu'un qui me parlait film, cinéma, histoire, construction, scénario, structure. J'étais pas connecté peut-être, mais et comme j'ai épousé une Américaine, j'ai obtenu ma green card et on est parti à New York. Je savais pas, Hollywood pour moi c'était vraiment trop quoi. Du coup, en parlant d'Hollywood, quel a été votre premier contact avec le projet Halloween 5 ? Comment est-ce que vous avez décroché le rôle de réalisateur sur le film ? J'étais à Salt Lake City et j'ai rencontré par hasard dans une projection Deborah Hill. On s'est entendu. Elle a su que j'étais réalisateur. Elle a voulu voir mon film. C'était mon second film qui était un thriller assez méchant et provocateur, Piège à flic. Mm-hmm. Qui était fait pour la TF1 à l'époque, qui a fait des scandales en Europe pour sa violence, la nudité, l'argent, etc. Et elle a téléphoné à Akkad. Mustapha Akkad. Mustapha Akkad, oui, le producteur qui a les droits, en fait, parce qu'elle savait qu'il recherchait un réalisateur. Et puis, j'ai reçu un vendredi soir un rendez-vous pour le lundi matin avec Mustapha Akkad. Alors, je me suis précipité à aller chercher toutes les séries qui existaient sur les films d'horreur. C'était à l'époque, on louait des cassettes VHS. Vous savez, Blockbuster. J'ai loué Nightmare on Elm Street, je sais pas le titre en français, Friday the 13th. Nightmare on Elm Street en français, c'est Les Griffes de la Nuit. Et Friday the 13th, c'est Vendredi 13. Et j'ai commencé à regarder ça, et j'ai lu le scénario, et je ne savais pas quoi faire avec ce scénario. J'ai pas compris le scénario. Et j'ai été lundi matin au rendez-vous, et Mustapha en face m'a dit, alors, qu'est-ce que tu penses du scénario? Et à sa gauche, à ma droite, j'étais en face de lui devant son bureau, il y a Jeremy Thomas, Shem Bitterman et deux autres personnes qui ont coécrit ou qui ont supervisé l'écriture de ce scénario. J'ai dit, vous voulez faire Halloween 6 un jour? Et Mustapha dit, mais nom de Dieu, c'est pas tout de ton sujet, tu n'as rien à voir ici, ça c'est mon problème. Je dis, si, c'est mon problème, si vous voulez faire Halloween 6. Et j'ai dit, can I be frank? Il a dit oui. J'ai pris mon souffle, j'ai pris le scénario, je me suis levé, j'ai été derrière lui, je l'ai posé dans la poubelle poliment et je suis revenu m'asseoir. J'ai la joue qui a brûlé parce qu'il m'envoyait du feu à droite. Et il m'a dit, what is this? Et j'ai dit, you have a series that is Hitchcock, c'est le suspense de Hitchcock. Et les autres, Friday the 13th, vendredi 13, c'est le body count. On tue et comment on tue et c'est du gore et c'est pas le suspense, c'est les manières inventives de tuer ces jeunes, c'est la punition et vous avez les griffes de la nuit où c'est le cauchemar, c'est quand on rêve, alors Kruger peut venir nous attraper. Et il faut pas mélanger les genres. Et dans votre scénario, vous avez les trois. Vous avez le body count, vous avez les rêves. Et Michael passe d'une chose à l'autre. J'ai dit, vous êtes perdu. Vous n'avez plus d'identité. Il a dit, alors qu'est-ce que tu proposes? Puis j'ai dit, vous me permettez? Et je me suis levé. J'étais à la porte. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, Bob, viens. Et Bob Harders, qui est mon copain écrivain, qui a fait 2 scénarios de films d'horreur. Sur un, on travaillait ensemble. Vient et j'ai dit, vous me permettez? Et je me suis tourné avec Bob et avec Bob, j'ai dit, bon, la fille, elle est comme ça, etc. J'ai envie de pas la rendre coupable, voilà, etc. Et pendant 10 minutes, on a parlé jusqu'à que Mustapha a dit, bon, j'en ai marre, foutez-moi le camp. Tout le monde en dehors de mon bureau, il y a des fois où le producteur doit prendre sa décision seul. Et 2 heures plus tard, j'avais un oui de mon agent et Bob a dit non parce que il voulait pas manger la poussière. C'est-à-dire qu'on est tellement mal payé que il a dit non, Dominique, pour une série comme ça, je fais pas.
Et le lendemain, alors Mustapha m'a dit, bon, ben, viens dans mon bureau, tu vas travailler avec Shane Bitterman, etc. Il n'y a pas de discussion. Puis j'ai dit, vous permettez? Et j'ai été ouvrir la porte, il y avait Michael Jacobs. Il dit, vous allez faire ça combien de fois? Il était vraiment... Je dis, non, mais attends. Et j'ai commencé à parler, on avait monté un truc avec Michael. On avait montré le truc de la télépathie. Et j'ai réussi à vendre l'idée de la préséance de la jeune fille qui sent quand Michael devient près de tuer, quand il a cette excitation, et qu'elle est de la famille parce qu'il y a ça. Et puis voilà, on a écrit le scénario. Deborah nous a épaulés. Elle a dit non, rencontre pas John. Attends, t'as pas vu John Carpenter? J'ai jamais rencontré. Elle a dit ça vaut pas la peine. Non, il est busy, etc. Bon. Ça vaut pas la peine. Non, il a dit non. C'est elle qui a choisi en fait. J'avais pas mon mot à dire. Je voulais le rencontrer, bien sûr. Je me suis basé que sur le Halloween 1. Et le 4, bien sûr, pour la suite, parce que le 4 était le même genre que le 1. Mais le 2 et le 3, je me souviens pas vraiment les avoir vus. Comment tu te souviens de Debra Hill, on parle souvent de Carpenter quand on pense à la franchise, mais pour moi, le deuxième pilier de la franchise, c'est Debra Hill. Comment elle était? Tu l'as beaucoup vue à l'époque? Oui. Formidable. Intelligente, rapide, elle sait l'histoire. Les conseils qu'elle nous a donnés sur l'écriture du scénario étaient formidables. Elle a monté beaucoup de films pour Showtime, etc. On en a construit un. Et malheureusement, comment s'appelle-t-il? Un réalisateur connu, le French Connection. William Friedkin? Oui, est venu, il a dit, écoute, j'ai Zellweger. Elle a dit, Dominique, excuse-moi. Et j'ai été viré, et il a eu son final cut, et il a fait ce film, ce petit film, Showtime, etc. Mais elle est superbe. Deborah est une vraie productrice. Elle connaissait tout le monde à Hollywood. Elle était connectée, elle avait beaucoup d'amis avec qui elle produisait et qu'elle échangeait, d'autres productrices. Un sacré réseau. Et justement, avant d'avoir réalisé ce film, c'était quoi votre rapport au cinéma d'horreur et à la franchise? En arrivant à Los Angeles, on loue cet appartement parce que c'était écrit for rent avec ma femme et là, le manager du bâtiment me dit 2 semaines après, mais ta femme m'a dit que tu étais réalisateur. J'ai dit oui. Et c'était vraiment dans un endroit pas très cher de Los Angeles. On avait des futons, on a été à Chinatown pour les 3 couverts qu'on avait. En fait, j'avais plus d'argent, j'avais dépensé mon argent à New York avant de venir à Los Angeles. Et là, lui tire son tiroir et puis dit, tu vois, moi je suis scénariste. Et puis, je connais une petite maison de production, là, il cherche un réalisateur pour un film d'horreur. Un film de quoi? Je savais pas ce que c'était le genre de film d'horreur. Je savais pas. Et j'ai été les voir, sympa, ils sortaient de l'université, les mecs. Il y en a un qui allait en prison tous les soirs à 9h parce que il avait il avait mis des fonds de côté au trading, etc. Et puis on a fait Night Angel. Night Angel qui a mis 1 année à se faire parce que l'argent qu'ils ont réussi à financer, à trouver pour le film a été dépensé pour la distribution d'un autre film, enfin, etc. On a dû attendre 8 mois pour pouvoir tourner toutes les scènes d'effets spéciaux avec Nicotero, que j'ai rencontré là, KNB, et puis Steve Johnson. Et pendant ces 8 mois, on a monté le film. On s'est amusé à monter le film. Et là, j'ai appris, en regardant les films d'horreur, qu'est-ce que c'était de raconter une histoire de film de genre. C'était pendant cette période d'attente, en fait. Et j'ai fait mon apprentissage un peu autodidacte, quoi. Très bon Night Angel, au passage. Ouais. Je connaissais pas bien la franchise. Je connaissais pas bien la franchise, mea culpa, quand on m'a appelé. C'est pour ça que j'ai été voir de quoi il s'agissait. Et justement, vous étiez au début de votre carrière quand vous avez rejoint ce projet. Et Halloween, c'est quand même, même si vous connaissiez pas la franchise, c'est quand même une franchise d'horreur qui a énormément marqué le cinéma de genre, notamment le genre du slasher. Est-ce que vous aviez l'impression de ressentir ce poids
sur vos épaules d'un héritage, ou est-ce qu'au contraire vous vous sentiez très libre de faire ce que vous aviez envie de faire par rapport au fait que ce soit une suite d'une franchise célèbre? J'avais le poids, mais je ne sentais pas ce poids. J'avais envie de respecter Carpenter parce que j'avais compris ce qu'il faisait. J'aimais beaucoup ce qu'il a fait et j'avais envie de servir la série dans le sens de Carpenter qui est Hitchcock, qui est les jeunes qui commencent à faire une excitation, une histoire d'amour, la culpabilité qu'ils ressentent, c'est là où Michael frappe, etc. Et je dis bon je vais faire ça. Et après mon audace avec Mustapha, il m'a laissé faire ce que je voulais. Il a dit vas-y Dominique, vas-y. C'était assez bizarre. Et même sur le scénario, il n'a pas vraiment beaucoup donné de retour. Alors on peut se poser la question sur la scène du jeune au départ. Ah oui. Oui. Merci Romain pour m'avoir envoyé. Ah oui, la scène, les deux versions différentes. Voilà. C'est ça. J'ai vu pour la première fois les plans qu'on a tournés. Je ne les ai jamais montés. J'ai jamais vu ces plans. Je me permets d'expliquer ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas la référence. Halloween 5, dans son montage cinéma, débute avec Michael Myers qui est supposément bientôt mort. Il s'est mangé des bastos à la fin d'Halloween 4. Il flotte dans une rivière et il est recueilli par un clochard qui l'allongera et d'un coup il y a un fondu au noir et on retrouve ce même clochard et son perroquet et Michael Myers qui a visiblement dormi pendant 1 an, qui a fait un gros coma et Michael se réveille, parce que c'est la veille d'Halloween évidemment, et il tue le clochard et il repart ensuite faire ses aventures. Voilà, on est censé croire que Michael a dormi pendant 1 an et est réveillé pour une raison psychique qu'on a du mal un peu à comprendre, c'est un peu bizarre. Alors que dans le montage original et dans le scénario, Michael est recueilli par un certain Dr. Death, Docteur Mort, un personnage très haut en couleur, torse nu, qui recueille Michael et qui fait du vaudou, un truc un peu à la Frankenstein, il le remanie, tu sais, il crie It's alive, et voilà, ça contamine Michael avec tout un délire de secte qui deviendra du coup la clé d'Halloween 6 plus tard. Voilà, et ça explique aussi la petite rune qui apparaît sur le poignet de Michael. Ça fait un peu plus sens, et surtout c'est des séquences qui ont été perdues. Elles ont jamais été diffusées jusqu'à il y a 2-3 ans. Elles ont été retrouvées et restaurées sur le Blu-ray d'Halloween 5 en 4K chez Scream Factory, voilà, si ça vous intéresse. Elles sont sur YouTube aussi, ces séquences, si vous voulez voir l'intro originale d'Halloween 5 qui est perdue puis retrouvée. Voilà. Oui, j'ai vu que Malek Akkad, le fils de Mustapha, les a donnés à ces personnes-là, puisque j'ai vu les remerciements à la fin, donc il était au courant. Et ces plans-là, je les ai jamais vus. Ils étaient pas dans la salle de montage. J'ai pas eu la permission de les voir, en fait. C'était assez bizarre de voir ça, de découvrir. Et j'ai vu qu'ils ont monté les scènes très différemment de ce que je les montrais. Je supporte pas son jeu. Je trouve au-dessus de tout, quoi. Bon, je suis un réalisateur expressionniste, mais elles étaient pas du tout montées comme ça, dans ma tête, les scènes. Et certaines scènes de voodoo qu'il faisait, c'était pour faire vivre Michael. Et là, elles ont été mises avant qu'il rencontre Michael. Au début, oui. Pour présenter le personnage. C'est un mélange total. C'est pas du tout les intentions de Michael, Michael Jacob, le co-scénariste, et les miennes. Mais c'était intéressant de voir. Et à part ça, Mustapha m'a dit en plein milieu du tournage, écoute, Dominique, j'aime pas ta fin du scénario, il faut la changer. Alors voilà, on pense que Michael devrait avoir un frère. Je dis quoi? Ou quelqu'un qui le connaît bien depuis sa jeunesse et qui va le libérer de la prison. J'aimerais qu'il soit dans la prison et libéré. Je dis mais c'est très différent de ce qu'on avait. Oui. Et alors je me suis dit mais comment est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Et c'était la deuxième prérogative que Mustapha a demandé, c'est que j'inscrive dans le tournage ce personnage. Et je l'ai inscrit tant mieux que mal. Et ce personnage a été joué par 4 ou 5 membres de l'équipe. On n'avait que le costume. Et la scène du bus et de la sortie du bus, j'ai scénarisé, mais avec le coup de pied contre le chien, mais j'ai pas tourné ça. C'est Jeremy Thomas qui a tourné ça. Ramsey Thomas, pardon. Ramsey. Sans que tu sois mis au courant? T'étais au courant de tout ça? Si, j'étais au courant, bien sûr. C'était établi. Mais dans notre, je sais pas si vous imaginez à quelle rapidité on a dû tourner le film. Et on n'avait pas du tout la possibilité d'être
de faire 3 plans de plus, c'est-à-dire avec un bus, avec devant une petite ville comme ça, faire sortir un personnage et d'avoir le personnage qui marche sur la queue d'un chien, quoi, qui fasse mal à un chien pour typer le personnage que c'est le Big Evil et qu'on voyait. Alors ça, j'ai scénarisé le truc du chien. Maintenant, comme c'est fait, honte au film, mais bon, tu vois. Et d'une manière plus générale, est-ce que en tant que jeune réalisateur à l'époque, vous avez pris le fait de réaliser une suite d'Halloween comme une vraie opportunité, ou est-ce que déjà dans le milieu c'était un peu risqué de prendre la suite de réalisateurs comme John Carpenter et que c'était pas forcément un projet noble? Si, un projet tout à fait noble. J'étais très heureux. Je me suis dit, là, je vais pouvoir vraiment apprendre. Bien sûr. Là, je vais apprendre à faire un petit pain comme la boulangerie sait les vendre et je vais faire un pain qui est similaire pour qu'ils puissent le vendre. Mais bien sûr, moi, j'avais envie d'aller aux États-Unis pour apprendre. J'ai appris. C'était formidable. J'étais très heureux. Je me dis, mais comment ça se fait que Dieu me mette sur ce passage-là? C'est drôle. Je suis pas croyant, mais... Oui, mais c'est quand même improbable. Voilà. Oui. Pour un petit Suisse qui vient de sa campagne isolée, là, je me marrais, quoi. Et et pour revenir plus sur le tournage, comment est-ce que vous avez dirigé les acteurs? Quelles étaient vos indications? Parce qu'il y a, par exemple, Jamie, donc Danielle Harris, elle change complètement de comportement par rapport au volet précédent. Comment vous les avez dirigés sur ces points-là? On a joué avec Danielle, qui avait, je sais pas quel âge, 10, 11 ans, je sais plus. Mais elle faisait petite. J'accorde beaucoup d'importance au casting. Et ensuite, je travaille avec les acteurs en les responsabilisant. Et j'aime ce dialogue. Et avec elle savait pas qui était en face d'elle. Je lui montrais pas Michael, je lui montrais pas l'horreur. Je lui faisais pas peur. On était on a tourné assez tôt dans le plan de travail. La maison hantée, là, la maison, mea culpa pour cette maison, pour le choix de la maison. J'ai écouté la version française et j'ai réalisé qu'on disait c'est la maison de ta jeunesse, tu vas revenir à la maison chez toi, etc. Effectivement. Ouh là là. Mais je me souvenais plus que c'était aussi marqué comme ça. J'aurais dû changer les dialogues, en fait, quand on a trouvé, parce qu'on a cherché la maison originale. Mais on était à Salt Lake City et il n'y avait pas du tout les genres de maisons à Los Angeles, juste un étage, petite maisonnette, etc. Et vous me comprenez, je m'exprime assez fort et je voulais quelque chose de gothique, je voulais quelque chose qui était comme ça, qui me donnait une opportunité de faire une longue fin dans un lieu. J'ai 4-5 lieux dans ce film. J'ai la première maison, qui est la maison des filles. C'est pastel, couleur, bien, c'est le début du film, etc. Ensuite, j'ai, par exemple, la barn, la grange, la forêt, la maison finale. Et c'est des set pieces que j'ai voulu construire et pour faire progresser la lumière et l'intensité de l'angoisse. C'est-à-dire que j'ai commencé léger, pastel, les petites peurs comme ça, des petites conneries, etc. à une mort, mais très rapide, juste un coup de ciseau contre Rachel, et puis qui marque l'injustice. Si cette fille qu'on a tellement aimée dans le 4, qui était tellement bien, meurt tout de suite, c'est qu'il est vraiment dangereux, ce Michael. C'était la raison de vouloir éliminer ce personnage. Et avec Jamie, c'était des jeux. Elle m'en voulait quand elle n'était pas devant la caméra. Elle venait, elle me mordait le petit doigt, comme ça j'étais là en train de regarder j'avais pas de moniteur TV, mais ce qui se passait, elle était derrière en train de dire et moi. Parce qu'on s'est amusé. On courait comme des malades dans les corridors de la maison. Et au moment de tourner, je vais derrière la caméra. Elle est complètement essoufflée. Et je lui dis, vas-y, maintenant, vas-y. Et je suis là en train de lui parler et de la diriger pendant que la caméra la suit, pendant qu'elle est inquiète, etc. Je dis, attention, t'entends. Et on était très... J'aime l'authenticité. Et je crois que si la fraîcheur de Tina, moi, j'aime beaucoup. Tina, c'est
Wendy Kaplan, si elle est si gaie, si elle est si dynamique, c'est que j'ai rencontré une actrice formidable au casting et je l'ai laissée assez libre. Alors on peut la trouver un peu forte comme ça dans sa manière d'être, mais je trouve là aujourd'hui, je l'ai vue, je dis oh ben elle est superbe, elle est vraiment magnifique, quoi. Et pour revenir à Jamie, justement, vous vouliez pas la rendre coupable des faits du 4, mais dans cet opus, elle est muette. C'est un choix de votre part de l'avoir rendue muette? Oui. Ouais, je la voulais traumatiser. Je voulais expliquer que, en fait, elle a vécu une forme d'hypnose où elle a essayé de tuer sa maman et c'est raconté dans son premier rêve dans Halloween 5. On revient là-dessus et on explique pourquoi dans la clinique elle peut plus parler. Enfin, on comprend, on n'explique pas, mais c'était justifié. Et ça donnait aussi plus de difficultés à dire. Je vois à travers les yeux de Michael que c'était plus sensoriel. Je voulais donner un gros handicap et puis qu'elle sorte de son handicap pour la fin, en fait. Avec Daniel, on a eu la présentation du film dans The Science Group, film d'horreur à Los Angeles, et le cinéma était plein à craquer. C'était la première fois qu'elle venait voir le film, et je me suis assis à côté d'elle parce qu'on était présentés sur scène, on s'assied ensemble. Après la 3e minute du film, je la vois descendre son siège, avoir peur comme ça, et j'ai dit viens Daniel, et on a été manger des glaces pendant toute la présentation. Elle se rendait pas compte de ce qu'elle avait tourné. Pour la première fois, elle était sous l'impact de l'horreur. Donc, elle était vraiment protégée. Les enfants, on leur fait pas de mal, quoi. Et est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour de tournage? Non. Ou d'un moment un peu particulier sur le tournage? Je sais que c'était à la clinique. Alors, je sais pas si c'était à l'intérieur avec la chambre ou si c'était dans les jardins avec les 2 filles, mais je sais que c'est un des premiers blocs qu'on a fait, c'était à la clinique. J'avais Donald Pleasance qui était assez de mauvaise humeur en général, qui était une forme de petit souci pour moi derrière, et j'avais mon directeur de photographie, Rob Draper, que je connaissais très peu. Enfin, on avait fait quelques jours, 4-5 jours de préparation et on tournait tout de suite. On n'a pas vraiment fait connaissance. Qui a apporté Ted Churchill. Ted Churchill est un homme plus âgé, il avait déjà 50 ans comme ça, qui a écrit le premier manuel du Steadicam, du langage avec le Steadicam. Et ils étaient tout le temps là en train de rigoler ensemble en disant, et dans la clinique, quand je la fais au tout début du film, dans cette scène d'orage où je la fais descendre les escaliers sur le brancard et qu'elle arrive dans la chambre d'opération et que j'ai la caméra au-dessus de la porte et qui fait à l'envers et on voit le monde à l'envers, j'entends Rob qui me dit « Ah, encore un plan de film d'étudiant. » Et bon, je vais vers Mustapha, je dis « Écoute, c'est difficile, je sais pas comment travailler avec Rob. » Il dit « Change-le, vas-y, change. » Je dis « Bon, d'accord, oui, t'as peut-être raison parce que j'ai pas le dialogue. » Et ils ont dit à Rob à la fin de la journée, bon ben voilà, c'est ton dernier jour. Et je me sens tellement mal. Je me dis mais c'est pas possible. À 10h du soir, je vais chez lui. Les bagages ils sont faits. Il a ses 2 enfants, sa femme, ils sont en train de déménager. Et je dis Rob, tu vois. Et il dit mais pourquoi Dominique? Je dis mais écoute, voilà, je te vois rire, je te vois dire ces phrases et que tout. Je me sens mal à l'aise. T'es tout le temps avec tes copains. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui est plus proche. Je dis mais pour moi, c'était un compliment de dire que c'est encore un film d'étudiant, un plan de film d'étudiant. Et je dis, bon, ben, reste. Et il a défait les valises, etc. Et on s'est entendu à merveille depuis ce moment-là. Mais c'était un petit peu un départ comme ça, difficile, si l'on veut. Mais j'ai tout de suite trouvé bien ces scènes avec les 2 jeunes filles, Tina et puis Samantha, et puis Danielle Harris qui étaient ensemble. On a trouvé une certaine, je trouvais que c'était une légèreté comme ça, une fraîcheur, une bubbly comme ça qui était assez juste pour le genre de film, pour les punir après quoi. Et avec Loomis, lui je l'ai vu à Los Angeles pour le jour de préparation. Il est venu là et il m'a dit tu sais c'est mon dernier film. Et il n'a pas aimé le scénario en disant il y a rien de neuf à jouer.
Et puis, il a dit, j'aime pas certaines scènes, et je t'ai envoyé ce texte, Romain, sur WhatsApp. Je viens de le voir. Oui. Ouais. Et là, je lui ai donné les raisons des scènes. Et, ah oui, d'accord. Et Mustapha m'a dit, le lendemain, ça sera le dernier film de Loomis, il en a marre, il a tout vécu, il pense pas pouvoir donner quelque chose d'autre, etc. Je dis, ah bon, d'accord. Et il a pas fait les essais costumes, il a accepté les costumes comme ça. Il aimait pas s'asseoir dans le siège pour faire sa cicatrice. Alors ils ont fait vite un latex pour lui. C'était un peu terrifiant comme ça. On était jeunes, il avait une maturité, un âge, une expérience. Et alors on s'est trouvé pour ces premières scènes autour de l'hôpital. Et c'était la scène extérieure où il accompagne Rachel. Et il a voulu toucher cette poupée Halloween avec les cheveux orange parce qu'il ne l'aimait pas et trouvait que le décor n'était pas juste. Il la pointe du doigt pour dire, regardez, que le décor est pas juste. Alors moi, je suis un peu mal à l'aise, etc. Et dès le deuxième jour, on s'est bien entendu. Dès qu'il a commencé à faire les scènes à l'intérieur, parce qu'on a fait d'abord l'extérieur, maintenant ça me revient, pour pouvoir éclairer l'intérieur mieux, alors il a joué le jeu. Je lui ai dit, écoute, t'es exaspéré. C'est ton dernier voyage avec Halloween. Tu vas chercher l'information. Il a dit, oui, j'ai fait tellement de fois aller chercher l'information que je me répète, quoi. Alors, il l'a joué un peu en maltraitant Jamie. Ils rigolaient ensemble. Il n'y avait pas aucun problème, mais elle aimait bien jouer. Elle a un peu surjoué. D'ailleurs, on la sent un peu surjouée, là, j'ai trouvé, là, en rétrospective, dans cet hôpital. Mais enfin, voilà. On avait 3 prises. Il fallait changer comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le travail de Rob. Il m'en a voulu de vouloir utiliser des grands angles parce que c'était très difficile pour lui d'éclairer sans que les projecteurs soient dans le cadre. Et il m'a fait l'immense faveur d'éclairer cette maison hantée à la fin que par l'extérieur. Il a mis 2 projecteurs à travers chaque fenêtre, il en éteignait un selon les plans, etc. Il les planquait, il n'avait rien mis à l'intérieur. Il me donnait la liberté totale de suivre, parce que je l'ai dit. Et Ted Church, il était là avec son Steadicam et il a écrit une partie de son livre en expliquant la psychologie des plans que je demandais, que je connaissais pas, moi. Je le demandais d'une manière instinctive. Que fait la caméra? Comment elle suit le personnage de derrière? Ensuite se retrouve devant, etc. J'aimais la danse, la chorégraphie de la caméra. Je me marrais, quoi. J'avais la possibilité de le faire. Depuis tout à l'heure, vous nous parlez de comment vous mettiez en place des jeux avec Danielle Harris pour la diriger. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec elle après Halloween 5 ou est-ce que vous avez suivi sa carrière après ce film? Alors, oui, on a gardé pendant un moment des contacts comme ça. Il faut que vous réalisiez, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. C'est vrai. Il y avait pas ce genre de WhatsApp, des trucs comme ça. Aujourd'hui, on contacte plus facilement à cause de ça. Elle était jeune fille. Donc, j'ai revu 2-3 fois, mais je suis parti à Vancouver faire un film, je suis reparti en Europe faire un autre film, et on se perd, on fait des familles très intenses par film, et ensuite on perd un peu contact, puis on se retrouve 20 ans après, en meilleurs copains, mais en attendant, on s'est vu très peu entre deux. Et j'ai pas vraiment suivi la carrière. On s'est revus pour faire le commentaire ensemble. On s'est adoré passer la soirée ensemble, rigoler avec. Ouais. Mais pour revenir sur le tournage, vous avez quand même mis en scène un film qui met souvent un enfant en danger. Comme vous le racontiez, donc Jamie se fait pas mal maltraiter par Loomis. Et puis il y a toute cette course-poursuite avec Michael Myers en voiture. Et il y a eu aussi, évidemment, beaucoup de sang, de faux sang versé sur le tournage. Du coup, comment vous avez réussi à ménager Danielle Harris, à prendre soin d'elle, vu qu'elle était quand même assez jeune? Bonne question. L'équipe effets spéciaux, maquillage, coiffure, habillage, étaient tous ses copains. Il y avait 2 femmes aussi qui l'accompagnaient.
Et elle était tout le temps protégée à faire les plus grandes bêtises de sa vie avec eux, à rigoler, etc. Hors du décor. Et on la faisait venir que quand on avait besoin. Beaucoup de plans de course-poursuite avec elle ont été faites par une double, n'est-ce pas? La voiture depuis derrière, qui l'aboie de temps en temps dans la nuit. J'étais assez affolé en voyant le film. Je veux dire, je regardais ça aujourd'hui. Je dis, oh putain, on a fait un sacré tournage, là. C'était tellement difficile à traverser cette forêt. Et je me suis dit, mais comment on a réussi à avoir tous ces plans en une nuit? Les sapins qui tombent, en fait, la voiture qui s'embourbe, et on pouvait plus la sortir parce que, évidemment, une voiture comme ça ne plie pas les sapins. Ils étaient précoupés, tout ça, juste reposés comme ça, avec des fils et tout. Enfin, c'était une complication. Et effectivement, elle a adoré jouer. On ne l'a pas maltraitée. On a l'impression, mais je ferai jamais ça à un enfant. Mais le résultat est que, oui, c'est très angoissant pour ceux qui regardent le film. Et pour toi aussi, c'est stressant. Oui, oui, oui. Mais tu sais, quand tu démontes un moteur d'une voiture et que tu regardes une petite pièce, t'as pas du tout l'impression qu'elle va être un bolide qui va pouvoir aller à 300 km à l'heure. Oui. Et nous, on était là en train de faire des petites pièces comme ça. On voyait pas que ce serait un bolide. Toi, tu vois le bolide qui avance. Tu dis, oh, putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Mais nous, bien sûr. On faisait des petits bouts comme ça. On s'amusait. L'illusion. On faisait un plan après l'autre. Alors oui, de crier comme ça. Mais elle adorait. Le petit Billy aussi. Il était chou. Il adorait jouer. Enfin, il est devenu une star maintenant. Lui. Et d'ailleurs, on parlait de séquences d'action et tout ça. Halloween 4, avant le tien, ressemble beaucoup à un film d'action qui tente d'imiter Vendredi 13. Pendant que toi, ton Halloween tente de revenir à une l'ADN du premier film de Carpenter, mélangé à quelque chose de beaucoup plus expressionniste et européen dans la réalisation. Tu rends hommage à Frankenstein dans la séquence d'introduction originale, par exemple. Tu rends hommage au film d'horreur gothique avec la nouvelle maison que tu as appris, etc. Tu rends plus hommage à tout ça qu'au slasher de l'époque. Est-ce que ça a posé des soucis avec la production, avec Mustapha Akkad? Non. Il m'a jamais montré. Une fois, quand on était dans la clinique, au début du tournage, je me suis dit, en allant dans le sous-sol, j'ai vu cette salle où il y avait 2-3 draps qui étaient suspendus. J'ai dit, ah, c'est là où on va tourner la scène où le jardinier vient après elle. Et Mustapha dit, non. Et j'ai dit, si, crois-moi, Mustapha, parce que cette scène a été inventée sur place, en fait. Jusqu'à la chaudière où en fait, c'est le jardinier qui vient, etc. C'est une fausse peur. Je dis, oui, il faut quelque chose comme ça au début pour montrer que c'est un film qui va être musclé. Et alors, il est là. Il était rarement à Salt Lake City, Mustapha. Il laissait faire les choses. Il a mandaté Rick Nathanson pour me mettre des bâtons dans les roues et me maintenir sous le budget. Et avec Rick, on s'est vraiment eu des scènes de conflit où il m'a hurlé au visage. Je me rappelle de tous les postillons que je voyais qui sortaient de sa bouche. C'était très drôle. Et Ramsey Thomas, qui était le producteur plutôt, avec qui je m'entendais très bien d'ailleurs, créatif. Et ce jour-là, il n'était pas dans ce décor avec les ombres dans les draps où on a tourné avec elle. Et on a passé 2 heures au moins là-dedans. Et elle dit, waste of time, Dominique. Tu perds ton temps. Ça va jamais te faire dans le film. Et une fois qu'il l'a vu monter, il a dit, j'avais pas l'idée que ça se passe. Donc, j'obtenais en fait petit à petit ma liberté en tant que réalisateur expressionniste, comme tu veux dire, gothique, etc. Il était d'accord. Il souriait en fait, Mustapha. Il était très gentil avec sa pipe. J'ai revu des images de lui et moi sur des petits films, et il est là de temps en temps. On s'entendait bien. J'ai pas eu vraiment sur Omen, j'ai eu plus de recadrement pour rester dans la ligne de le Harvey Bernhard m'a dit, tu fais le plan large, un demi-large, un gros plan, et tu te tailles. Ben voilà.
Moustapha, pas du tout comme ça. C'est pas un producteur créatif, c'est un producteur de combine d'argent, quoi. Ouais, financier. Ouais. Ouais. Clairement. Et plus tard, je passe à tout à fait un autre sujet. Vous allez croire que je suis obsédée par Daniel Harris. mais plus tard, le personnage de Jamie revient dans les Halloween de Rob Zombie. Comment vous avez reçu ce retour? Je les ai pas vus. D'accord, bah, super. C'est pas grave. Bah, tant mieux. Voilà. J'en ai vu un, on m'a dit de regarder un de Rob Zombie, et je sais plus lequel il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, lequel il l'a fait, où j'ai écrit à Malek, je dis écoute, là tu me dois de me donner des copyrights parce que c'est ma version refaite, écoute. Et puis, voilà. D'accord. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre les deux. Tellement, il a copié tellement de scènes, c'est extraordinaire. Les plans après plan, c'était dingue. Et justement, en parlant de votre version de Michael Myers, elle est beaucoup plus humaine que dans d'autres films de la franchise, notamment la scène où il enlève son masque et où on sent qu'il est touché par sa nièce, qu'il est sur le point d'abandonner, on va dire, sa mission vengeresse. Pourquoi vous avez fait ce choix d'humaniser un petit peu un personnage qui à la base est seulement le mal incarné dans les premiers films en tout cas? Je trouvais que c'était important de lui donner une âme. C'était une manière d'identifier le boogeyman. Le boogeyman, c'est celui qui est dans le noir et qui vient depuis derrière dans le noir. C'est une des plus grandes peurs qu'on a. Et il est aussi très touché par Loomis quand Loomis s'approche de lui près de la fenêtre, là, des escaliers, et il va presque donner son couteau à Loomis. Il y a 3 reprises où je l'ai humanisé. Je pensais que c'était important. J'avais convaincu Mustapha d'accepter ces scènes au scénario. Je sais plus comment j'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit. En tout cas, il y a 40 ans de cela. Mais je sais que je voulais donner une âme sur laquelle on pouvait avoir peur longtemps. Et la critique du New York Times, qui en général ne passe aucune critique sur les sequels, sur les remakes, etc., parce que c'est pas les films originaux, a dit Dominique a touché la vraie peur. Et c'est étonnant. Alors ils ont dit oui, il est un peu comme ça ici, droite à gauche, un peu trop extraverti. Mais en fait, la force de ce film, c'est que il nous fait vraiment peur. Il y a un moment donné où le film prend. La mayonnaise a pris. Et justement, pour rester sur Michael Myers, le masque du 5, il est assez différent de l'opus précédent. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur ce choix du masque? Ah oui, bien sûr. Je trouvais très mou. Précédent, c'est un truc plat. Je voulais donner du caractère, je voulais donner un vrai nez. Et ça, c'est Greg Nicotero, KNB, qui était tout à fait d'accord avec moi, qui était alors, c'était difficile de le faire passer par Mustapha. Mais Mustapha a finalement accepté parce que il sait très bien qu'il peut pas m'imposer les choses. Il m'a vu les premières fois dans son bureau. J'avais rien à perdre. Alors, j'ai rien à perdre. Si je fais pas le film, je fais pas le film. J'ai pas perdu. Ouais. C'était pour ça que j'ai osé vraiment m'exprimer librement. Et... Don Shank, qui a joué Michael Myers, était super important pour moi. Parce que c'est un Indien de 2 mètres et qui est tellement gentil, qui est tellement doux. Et je me suis dit, voilà, je vais prendre lui parce qu'il va être copain avec la petite. Et ils étaient meilleurs copains avec Daniel. J'avais choisi lui pour être vraiment avec Daniel. Et il m'en a voulu à un moment donné parce que quand il plante la voiture, c'est lui qui a fait toutes les cascades, d'ailleurs. C'est incroyable. Il a eu son nez cassé par Loomis, le docteur, etc. Parce qu'il pouvait plus se retenir Donald Pleasance avec son bâton là, terrible. Don a une âme. Et peut-être parce qu'il est amérindien, etc., qu'il a une forme
zen, de gentillesse, d'à l'aise. On parlait de comment est-ce que Michael marche. Comment est-ce que le dialogue de Michael va se faire par ses gestes, choisir les gestes. On a fait toute une chorégraphie et je lui en suis grâce parce qu'il était vraiment, il a incarné cette âme. Et plus je travaillais avec lui, plus je me disais bon ben voilà, rendons-le humain. Ce soit pas une machine. Alors, dans le film aussi, il y a un personnage qui est extrêmement mystérieux, qui est caractérisé par un geste très précis, qui est celui d'écraser du pied en fait un mégot de cigarette. Et cette espèce de Man in Black, en fait, on voulait savoir si il avait été décidé très tôt en amont, c'est-à-dire dès l'écriture du scénario, ou si en fait c'était comme le tournage s'est fait très rapidement, c'était une idée qui a été greffée ensuite, en fait sur le moment de la production, ou si de base en fait il y avait déjà cette idée d'introduire un personnage qui deviendra un peu plus important dans le 6e épisode via cette histoire de secte. Il a été imposé à nous au milieu de tournage. C'était là, je racontais que Moustapha Akkad a dit j'aime pas ta fin, maintenant il faudra changer la fin, je veux que cet homme libère Michael de la prison. Et donc je savais pas qui c'était. J'ai donné la rune sur le poignet, c'était ma rune, j'ai ajouté un petit point, c'est les runes celtiques qui étaient une forme de force pour donner une forme de communauté de frères ou on ne sait pas, religieuse ou quoi. J'ai donné des pistes sans savoir où elles allaient aboutir. Et voilà. J'ai essayé de le faire aussi crédible que possible. Même si, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne chose et qu'il n'est pas crédible, ce personnage. Et qu'il vient brouiller les pistes à un moment où il fallait pas brouiller les pistes. Je suis pas d'accord avec cette écriture-là, mais bon, je fais mon métier de réalisateur et si c'est le producteur qui l'impose, voilà. T'as jamais vu Halloween 6 pour voir ce qu'ils font du personnage? Non, j'étais en train de travailler quand il est sorti, Halloween 6. Et ça, c'est une piste qui a été forcée, mais il y a d'autres éléments scénaristiques que vous aimez particulièrement dans le 5? J'aime bien comme Loomis meurt, même s'il a été ressuscité après sur son alter ego. Je trouvais que c'était plutôt intéressant, quoi. Cette rencontre du mal et du docteur qui cherche après lui, comme ça. Je trouvais que c'était assez risqué de donner sur ce genre de film le fait qu'elle a un sens de télépathie avec Michael quand Michael se met en rage. Et ça, c'était délicat de faire. Debra m'a dit, mais attention. Et Michael, le scénariste, disait The Eyes of Laura Mars, les yeux de Laura Mars. Là, il y a de la télépathie, on va faire quelque chose dans le genre. J'avais pas vu le film The Eyes of Laura Mars, et il l'avait vu, et on a essayé de construire. Je crois que ça marche pas mal. Sinon, je suis tout à fait conscient que scénaristiquement, c'est construit pour faire monter une peur, pour faire approcher le méchant des jeunes, etc. Que c'est un jeu. Je suis tout à fait d'accord que c'était des montagnes russes. On monte, on se dit, oh putain, on est haut, ah là là, qu'est-ce qui se passe? On a un petit moment de plat, là, où on se dit, ah non. Et ensuite, on a l'estomac dans la bouche, et on remonte, etc. Et le film marche comme ça. J'étais dans un des cinémas à Los Angeles quand il est sorti. Pas du tout à Hollywood. À Silver Lake et un peu plus loin dans les communautés plus ouvrières ou dans la vallée, j'ai été. Et c'était extraordinaire. Je voyais ces gens qui entraient dans le cinéma très joyeux, les femmes enceintes, les bébés de 2 ans, il y avait tout ça qui se passait. Les salles hyper pleines, mais très joyeuses comme ça. Et les rangs de filles toutes les copines se mettent là, et derrière, il y a tous les copains. Et chaque fois qu'il y avait une petite peur au départ, les copains bougeaient le siège de la fille, et la fille criait encore, etc. Les popcorns sautaient, etc. Et je me dis, mais putain, ils regardent pas le film, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais un peu comme ça au départ. Au milieu du film, la salle devient beaucoup plus silencieuse. Vers la fin du film, les gros baquets de popcorn protègent les garçons. Ils sont encore plus loin, plus bas dans leur siège que les filles, tu vois.
et il se protège avec les bacs pour voir le film. Et là, tu sens une odeur de transpiration dans la salle qui monte. Tu te dis, mais ils sont tous en train d'être pris comme ça par le film. Et à la fin, ils rigolent. Et puis alors là, la sortie, c'est joyeux. Et ils refont des scènes, etc. Je dis, bon, alléluia. Ça marche. Et d'un point de vue purement technique, enfin comme on l'a dit tout à l'heure, le film a été tourné très rapidement, mais malgré cette rapidité qui vous a été imposée, est-ce qu'il y a une scène en particulier ou un plan qui a été particulièrement compliqué à faire techniquement et que vous gardez en mémoire comme étant votre plan préféré du film ou celui que vous avez réussi malgré un délai de réalisation très très court? La chute de linge dans laquelle Jamie se met et toute cette scène là, c'est une complication assez extraordinaire parce qu'on peut pas tourner sur place dans le lieu. On a été dans un hangar, on a bâti 7 tubes avec des ouvertures différentes pour tourner la scène. Et on l'a mise sur des skaters. Oui. Roller skate. Oui, des skates, des planches à Voilà, roulettes. merci. Oui. Pardon. À plat ventre pour la faire tomber, mais c'était tout le temps à l'horizontale. Alors j'ai dessiné avec le chef décorateur ces différentes parties et avec le chef opérateur du film. Et on était les trois à se dire, ah là, on va faire ce plan comme ça, ce plan-là, sur papier. Et c'est très rapide. Alors, c'était assez complexe. Malheureusement, la censure a coupé 4 plans de cette scène. J'imaginais pas comment elle était au départ. Parce que on voit la petite, du point de vue de Michael, qui descend, waouh! Et on voit son visage depuis le haut, partir comme ça, elle fait, ah! Comme ça devant la caméra. C'est terrifiant. Ils ont coupé tout le plan. Il faisait 4 ou 5 secondes. Et on a pu mettre le plan de Michael qui s'éloigne à la place. Mais moi, c'était la fille qui m'intéressait de tomber. La chute était plus longue. En fait, elle est très courte. Elle a que ce plan. Et ensuite, on est à l'extérieur où on a le bon de l'extérieur de la chute en bas. Il y a, vous avez vu sa jambe. Elle est coupée, n'est-ce pas? Le coup de couteau contre la jambe a été coupé aussi. Il y a 4 plans qui ont été coupés de cette scène. Alors, elle fait son effet quand même, mais disons que elle était plus musclée, quoi. Est-ce que la censure a été dure avec le film en général? Très dur. J'ai coupé plein de plans. Oui. C'est marrant. J'aime beaucoup ces plans, autant au début du film, dans la première maison et dans la dernière maison, où le protagoniste, Tina ou Rachel, sont nommés et s'arrêtent devant la caméra, regardent, s'attendent, il y a quelque chose de bizarre, et ils repartent dans leur quotidien. Ces petites pauses de fractions de secondes, de disant, il y a quelque chose qui joue pas, ou comme ça. Et à la fin, je m'amusais à obtenir ce genre d'être très proche de notre protagoniste, et ensuite de laisser, et puis d'être un peu comme ça, de les regarder, puis ensuite d'avoir le point de vue de Michael. Il y a 2 choses. Pour rendre les choses très différentes, je voulais pas une caméra carrée. Je voulais être avec notre protagoniste. Vous nous disiez que le film a été tourné très vite, pendant 6 semaines à Salt Lake City. Quelle a été la journée la plus compliquée, que ce soit techniquement ou par rapport à la météo, à une cascade en particulier? Et finalement la meilleure, celle où vous vous êtes dit, là c'est bon, je tiens mon film. Peut-être la forêt. La forêt était très difficile. Alors, on commence en fin de journée, on est dans cette immense ferme, etc. Donc on a un soir dans la ferme avec les petits chats. Ah oui. Les petits chats, j'ai eu la chance qu'ils soient entraînés par la fille de l'homme qui a entraîné l'ours dans le film de Jean-Jacques Hano, l'ours. D'accord. Ouais. Après le tournage, j'ai été leur rendre visite, j'ai été visiter Bart, l'ours, etc. chez eux. Et là, sur le tournage, les parents viennent, c'est de nuit, avec la fille de 11 ans, qui avait, avec un petit sifflet, entraîné ses petits chatons à aller à droite, à gauche. Et j'ai demandé aux parents, pouvez vous retirer? Je peux travailler avec votre fille et qu'elle fasse tous les plans avec moi. Ils ont dit, tu lui fais confiance? J'ai dit, oui, tout à fait, sans problème. Et la petite fille, alors,
dans le tournage, on réalise pas, mais c'est hyper important d'avoir une ambiance. C'était très difficile d'éclairer cette grange pour que ça soit très sombre, mais que les personnages soient bien illuminés. Rob était fantastique. Donc on était épuisé après avoir fait l'intérieur de la grange et il a fallu faire la nuit dans la forêt. Et quand j'ai réussi à avoir ces immenses plans larges, j'ai réussi à avoir les gros plans de ces trois dans la grange, assez marrant quand même. La fourche qui traverse le mec, tu vois. Bon, là, la mort de Samantha, c'était atrocement censuré. Dommage. Oui. On l'avait tiré, ils ont dit non, tac. Alors on s'en tire, mais on voit tout à fait, mais même Michael ne fait même pas le geste de la faux, on voit pas assez. Mais bon, c'est les risques. Et on arrête à 6 heures du matin, on est tous crevés, etc. Et on boit une bière ici ou là, et on rentre à Salt Lake City, c'était assez à l'extérieur. C'était Memorial Day. Et le conducteur se fait arrêter. On est 6 dans le bus en rentrant sur Salt Lake City par la police. Ils nous coincent là. La police nous fait sortir du bus. Ils voient les bouteilles de bière. On rigolait comme des fous parce que certains avaient uriné dans les bouteilles de bière, donc c'était bien jaune, mais c'était pas de la bière. Les flics sentaient ça et tout. Oui, on était des garçons. Hein. Et tout d'un coup, les flics qui disent, mais c'est pas possible, etc. J'ai dit, écoutez, je peux vous parler? Et elle dit, oui, qui est responsable ici? Je dis, c'est moi. On est allé à 20 mètres. Je dis, écoutez, on est en train de dépenser 5 millions de dollars dans votre ville. On fait ce tournage. Les mecs sont fatigués, etc. On n'a pas fait de mal. Ils ont trouvé 2 roaches de joint aussi, enfin, tu vois, dans la voiture, etc. Laissez-nous aller. Il a dit, vous avez bu, vous? Je dis, non, pas du tout. Alors, c'est vous qui conduisez et qu'on vous voit plus. Et on a eu la liberté. Et alors là, on a repris la route. On n'y croyait plus. On était heureux. On avait fait la nuit, on avait fait tout. Et en plus, on était libérés. Les flics nous ont laissé aller. Alors, c'est un petit moment là, on se rappelle, la pression peut descendre, voilà. Et la meilleure journée, du coup? Tous les jours, c'est les meilleures journées. Tant qu'on peut jouer dans ce bac à sable avec une équipe à faire passer les voitures sous les ponts, etc. Puis on se dit comment on va faire. C'est un jeu. Tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est plus éclatante. Oui, on a peut-être, mais, ouais, vous avez compris, quoi. Oui. Le film approche bientôt, là, de ses 40 ans. Tu as eu une carrière extrêmement riche depuis. Avec le recul, quel est ton rapport avec Halloween 5? Maintenant que tu as une vision beaucoup plus globale de ton parcours dans le milieu du cinéma. Et quelles leçons tu tires de tout ça, avec le recul? J'ai bien appris mon métier. C'était une plateforme où je pouvais apprendre et faire des trucs, essayer des trucs comme ça. Et Halloween 5, ce que j'ai appris de Halloween 5, j'ai pu travailler avec ça sur le prochain film, qui est un film avec un personnage trisomique 21, qui était ma belle-sœur, et où elle joue le rôle principal dans ce film en France. Et ça s'appelle Sandra, c'est la vie. Et j'ai joué avec l'instrument du Steadicam. Je n'avais que la Steadicam sur tout le tournage. Et parce que je voulais pas lui donner des placements très précis, je voulais la laisser un peu libre, et que c'est à nous de faire attention, de donner la liberté. En fait, elle aimait beaucoup les places données, etc. Elle n'a aucun problème. Mais ne sachant pas, j'ai voulu et j'ai appliqué tout ce que j'ai appris tout le temps. Alors, Halloween 5, je ne le vois pas en tant que fin en soi ou que film mémorable. C'est pas le but. Et bon, je l'ai vu aujourd'hui, je me dis ouais, bon bah là t'aurais pu. Enfin là, le scénario n'est pas très fort. Et puis là, bon bah, je vois beaucoup de faiblesses, de moments comme ça, avec le recul. Mais au fond, j'en suis aussi très fier. Et puis je remercie l'opportunité d'avoir fait ce film. Voilà.
j'ai gardé des liens avec KNB, par exemple, Nicotero, des personnes, Rob Draper. Rob Draper a fait Whiskey TV, plus tard, 20 ans après, où il ne fait que des immenses grands angles. C'est des documentaires sur le whisky, et il a toujours ces grands angles. C'est vraiment une magnifique photographie, mais il m'a dit, j'ai appris ça de toi, Dominique. Donc on s'est échangé comme ça, on a grandi ensemble, beaucoup. Les comédiens aussi. Quand j'ai pas revu Wendy Kaplan mais Samantha, comment elle s'appelle? Elle m'a réécrit, elle m'a retrouvé sur Facebook. Elle a dit mais c'était le meilleur film de ma vie. Et elle a dit mais tu savais pas combien pour moi c'était une opportunité. Elle m'a tout raconté depuis son point de vue. Et elle s'est trouvée formidablement traitée et tout. Elle a dit pour moi c'était un immense apprentissage. Tamara Glynn, c'est son nom. J'étais très touché du témoignage qu'elle m'a donné. Et est-ce que vous avez un rapport avec les fans de la franchise? Est-ce que vous allez, par exemple, dans des conventions, les rencontrer? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous faites des podcasts, par exemple? Là, il y a certains fans qui m'en veulent pour pas avoir respecté certains éléments, la maison, certaines choses du film. Et je m'excuse profondément. Ouais, humblement. Vis-à-vis de ces fans. D'autres, beaucoup m'ont dit que c'est un des meilleurs Halloween et qui trouvent que vraiment il y a l'âme de Michael et qu'ils ont très peur et qu'ils aiment ce côté gothique justement, expressionniste. Et j'ai pas vraiment de contact. J'ai essayé d'aller une année à Las Vegas, mais j'étais en Europe et Malek Akkad m'a demandé une autre fois, est-ce que tu veux pas faire un deuxième Halloween? Mais ça marchait pas au niveau du temps. J'ai dit oui, volontiers, avec plaisir. Mais je travaillais sur d'autres projets. Et là, non seulement ils ont fait beaucoup d'argent avec Halloween 5, et c'est pas les 12 millions de dollars sur le box-office qui sont la vérité. C'est worldwide, 56 millions de dollars qui étaient imprimés sur Hollywood Reporter. Mais Moustapha Akkad a demandé de ne plus imprimer dans The Variety newspaper, le trade newspaper, le nombre d'entrées, parce qu'après 12 millions, il me devait 30 000 dollars chaque demi-million. D'accord. Ça fait beaucoup. Et c'était organisé avec mon agent et on savait pas qu'il pouvait demander. Et quand tu dis, oui, il a pas fait 12 millions, il a fait 56 millions, j'aurais aussi reçu pas mal d'argent. Et Malek Akkad m'invite à venir à Las Vegas, dit oui, je te prends un billet aller-retour. Je dis non, après Las Vegas, moi je vais en Chine. J'ai pas le temps, sinon je vole directement depuis Paris jusqu'à la Chine. Et il a pas voulu payer mon billet d'avion. Et puis j'ai dit bon quand même. Ah ouais. Il est radin. Il a dit on fait une chose. Tu fais payer tes autographes, 30 dollars l'autographe, et je ramasse cet argent pour te payer le billet d'avion. Je dis moi je fais pas payer mes autographes. Non, je les donne gratuitement à mes fans. Je suis pas d'accord. Aux USA, c'est leur technique, les autographes payants. Ouais. C'est un business de fou là-bas. Ouais, ça arrive en France. Hein. Ça commence à arriver. C'est vrai. Ouais. Tu peux commencer à faire payer si tu veux. Non. Moi, je suis contre. Non. On gagne sa vie en faisant le travail de faire le film, pas en signant des autographes. C'est pas possible. Et est-ce que vous aimeriez réaliser un autre slasher et si oui, ça serait quoi? Ah oui, j'aimerais bien. Ça, j'ai pas l'histoire vraiment. J'aime bien les scary movies comme ça qui sont derrière toi, tu vois, ou même les japonais là, les terrifiants qui me terrifient. Mais c'est un peu trop méchant pour moi. Le fantôme, tu sais, la fille, comment ça s'appelle? Ring. Ring. Ouais. Oui, mais moi ça m'amuserait beaucoup. En fait. J'ai essayé d'en faire un en Chine et j'ai été arrêté par le gouvernement parce que il y avait quand même une figure d'un shérif
dans le film et qui était corrompu. Et en Chine, c'est pas possible. Ah bah. Donc, j'ai pas pu le faire. Et c'était un joli scénario. Les producteurs ont dit, ah, Dominique, on peut plus. On n'est plus là, on arrête. Et justement, on a beaucoup parlé d'Halloween et de vos projets précédents, mais quels sont vos projets actuels, sur quoi vous travaillez en ce moment, ou vos projets à venir? Ah, c'est gentil. J'ai récemment fait un film avec une jeune fille de 12 ans qui cherchait son père dans un immense lieu de spectacle. Je suis en train de travailler sur l'histoire de la famille Picard. Et c'est pas les surgelés Picard, c'est les explorateurs. Ah. Ah oui. Ceux qui ont été dans la stratosphère, qui ont été au fond des océans et qui ont fait le tour du monde en ballon sans se poser ou en avion solaire. C'est les explorateurs pour la nouvelle écologie, pour en fait un sens. Donc je travaille beaucoup, j'ai ces projets, on est en train de chercher les fonds pour ça, on a fait le scénario, etc. J'ai déjà commencé à tourner. J'ai aussi fait un documentaire, alors ça c'est une autre chose, avec ma caméra tout seul. Et j'ai fait un documentaire d'1 heure sur un peintre, sur un barge, un caractère qui a vraiment une personnalité formidable et très riche à ce qu'il a partagé. Et ça aussi, c'est sorti. Ça va sortir en France, je pense, dans le printemps prochain. Voilà. Ce documentaire, il a quel titre pour le moment? Le cri de l'âme. Le cri de l'âme, d'accord. Cri de l'âme, ouais. Merci. On a zappé on a oublié une collaboration assez importante sur Halloween 5, j'y pense avant qu'on termine. Mais est-ce que tu as rencontré Alan Howarth, qui fait la musique du film? J'étais tout le temps dans son studio, évidemment. Il dit, Alan, mais je suis pas musicien, Dominique. Je suis un créateur d'effets sonores. Mais oui, je joue un peu de musique, mais je suis pas musicien. Alors on chantait, et avec le thème de John Carpenter, on a sculpté le film avec cette bande sonore où il a fait beaucoup d'effets sonores et où il a fait beaucoup de musique. Il était formidable. J'aimais beaucoup, bien sûr, Alan Howard. Bravo, merci. Copain de John Carpenter qui a mandaté, et lui seul peut faire les musiques des Halloween. Avant que Carpenter ne reprenne la musique dans les 3 derniers. Je sais pas si tu les as vus, les 3 derniers qui sont sortis, mais ils sont excellents. Et Carpenter, pour son âge, fait une musique excellente. Ah oui, oui, oui. Donc, on va rester dans les effets sonores. On a annoncé à pas mal de monde que tu venais dans le podcast, et beaucoup de gens ont une question qui revient sans arrêt sur les petits bruits rigolos des policiers dans le film. C'est une question qu'on a forcément dû te poser sans arrêt. Je suis désolé. il se prend la tête. Je suis désolé. Merci. C'est là où le réalisateur va over the top. Il va beaucoup trop loin dans ce tragicomique. Je regrette les avoir de cet extrême. Je dis, mais écoute, c'est hors du jeu, comme ça. Alors oui, la paire, le grand, le petit, tu vois, je trouve que c'est assez marrant. Ils auraient dû jouer la chose plus droite. Et j'ai laissé faire, quoi. Et après, comme je les ai tournés comme ça, pour rendre la chose plus burlesque, on a ajouté cette musique, c'est avec Alan. Et en dehors. Belle faute de goût. Le film est quand même rentré dans la tête des gens grâce à ça, d'un côté. Tu vois, ça fait pas que quand même. Oui, bien sûr, mais ça marque les gens, j'aime bien. Et quand ils sont dans la voiture et qu'ils jouent aux cartes et puis qu'ils sont encore assez sérieux, ça va, ça marche. Que ce les deux par la fenêtre, comme ça marche. Mais au début, la première scène, c'est terrible. Quand on les présente. Pardon. Vas-y, tu disais. Bah, en fait, on a juste une question finale, qui est que, voilà, on a 1h30 de podcast sur Halloween 5, on a tout ce qu'on a eu plus qu'on espérait, donc merci déjà, Dominique. Merci beaucoup. Ouais, merci. C'est top. Merci beaucoup. Tu as réalisé un autre film de genre qui s'appelle Night Angel, que tu as cité en début du podcast, qui n'est pas trop disponible en France, alors que c'est un excellent film. Est-ce que l'année prochaine, tu voudrais revenir dans le podcast pour en parler avec nous de ce film? Parce qu'il est vraiment excellent. Ah oui, il est formidable. Ah, tu l'as vu? On l'a vu avec Romain, je sais pas si les autres l'ont vu. Non, moi je l'ai pas vu encore. Pas encore.
c'était mon premier mandat en Amérique et je l'ai pas revu. Donc, mais à l'époque, j'en garde quelque chose d'assez sympa, quoi. Oui, alors, merci pour l'invitation, Romain. Merci beaucoup, je suis très flatté. Je le regarderai et j'en parle volontiers. C'est encore très gothique, quoi. On fait une visite dans l'enfer. Notre personnage, c'est pas comme dans Halloween. La phrase de Loomis, vous la connaissez, celle que beaucoup de fans racontent par rapport à Michael Myers, c'est « J'ai prié pour qu'il aille brûler en enfer. Mais au fond de moi, je savais que l'enfer ne voudrait jamais de lui. » Michael Jacobs, c'est l'écrivain de cette phrase et je trouve que c'est assez juste. Mais dans mon premier film, il a vu ça. On fait un voyage dans l'enfer. On s'amuse à ça. Et c'est le mythe de Lilith, Night Angel. Lilith, qui est la première femme avant que Ève ait été créée selon la Torah. Et on l'a fait revivre aujourd'hui. Oui. Et elle séduit les âmes pour les présenter à Satan. C'est la putain de Satan. Alors quand t'as tout ça, on a travaillé, on a rigolé, on s'est lâché, quoi. Ça se voit. Oui. Il y a des plans dans ce film. Je pense évidemment au plan culte avec la poitrine qui se lève. Et il y a deux visages sous la poitrine. C'est super bien fait. Ça, c'est Kill Bill, c'est Steve Johnson, oui. Bah, le location manager, celui qui cherchait les décors, il dit Dominique, pour ton enfer, j'ai le truc. Je dis ah oui, quoi? Et il me met un magazine porno devant les yeux, tu vois. Il a dit j'ai la femme qui a les plus gros seins du monde. D'accord. Regardez ce magazine parce que il y a tout ce qu'il y a avec le monde. Je suis pas familier de tout ça, tu vois. Il dit je peux te faire avoir un rendez-vous. Ah oui, d'accord, oui, pourquoi pas. Mais elle avait 4 soutiens-gorge parce que un soutien-gorge cassait chaque fois. Il fallait 4. Alors elle a dit Dominique, je veux pas te les montrer. Je dis mais non, j'ai pas envie de les voir, tout ça. Et elle a commencé à me montrer tous ces magazines. Et j'étais mais mal à l'aise. Je savais pas où me mettre. Et alors je me suis dit bon, écoute, on va te faire flotter dans un baquet. Tu seras là en train de flotter comme ça. On va voir tes mamelles, tout ça. Ça va être une image comme ça de bien-être dans l'enfer. C'était trop cher pour la production. On pouvait pas avoir de caméra sous l'eau. On pouvait pas avoir une piscine avec donc on a fait les têtes, quoi. Mais ça rend bien aussi. Moi j'ai trouvé que le film était à la fois super fun, amusant dans ses effets, mais très très beau. Il est très esthétique ce film, ce que j'ai beaucoup aimé. Et bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Dominique, merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Merci. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que... Merci. Pour que je fasse en tout cas un de ces 4, on espère te revoir dans la saison 4 du podcast pour Night Angel. Il y a beaucoup d'éditeurs qui nous écoutent. N'hésitez pas à ressortir le film. Vraiment. Ça pourrait nous aider un peu. Donc voilà. Et puis encore merci Dominique. Et merci puis, beaucoup. On se dit à une prochaine. Merci beaucoup. À une prochaine. J'aimerais bien un peu ça ce que vous avez pensé de Halloween 5, si j'ose me permettre. On peut couper les... Ah bah bien sûr. Non, on coupe pas, on assume. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir un petit retour sur ce que vous avez vu. Est-ce que vous en pensez? Bah moi je m'en sors bien, Halloween 5 je l'aime bien. Je l'ai vu quand j'étais vraiment très très jeune et la séquence de Jamie dans le grenier avec Michael et l'alarme était restée gravée dans mon cerveau je pense de gamin et j'en avais fait quelques cauchemars. J'ai un souvenir net de ça en fait. Et c'est pour ça qu'Halloween 5 j'ai un peu une affection pour lui. Je l'ai vu jeune, j'y suis un peu attaché, c'est pas très objectif mais voilà. C'est un film, comme tu l'as très bien dit Dominique, pendant 1 heure, qui a ses petits problèmes, c'est un film malade, mais c'est aussi un des Halloween les plus étranges du lot, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. C'est pas un slasher bourrin comme le 4, c'est pas un gros bordel comme le 6, c'est un film qui a un œil européen derrière et qui tente quelque chose de plus gothique, comme tu l'as dit, expressionniste, de revenir aussi au mythe des créatures à l'ancienne. On référence Frankenstein, etc. Enfin, j'aime beaucoup ça. Et un truc que j'adore dans la franchise, c'est Dr Loomis en roue libre. Dans Halloween 5, il est hystérique et c'est fabuleux. Il revient dans le 6, il a pas du tout cette énergie-là, c'est trop dommage.
Là, il est au top de de sa psychose et c'est fabuleux, quoi. Ouais, il y a des trucs que je trouve intéressants dedans. Par exemple, il y a beaucoup plus de mouvements de caméra, alors qu'on pourrait penser que souvent Halloween c'est plutôt un film assez statique. Même son boogeyman est un personnage plutôt statique, et là il y a quand même un certain dynamisme que je trouve intéressant. Et j'aime bien le fait que Loomis soit presque lui-même un boogeyman en fait. Oui. Il apparaît derrière les personnages de manière un peu surprenante. Il se déplace très vite, c'est-à-dire qu'il apparaît à un endroit puis à un autre très rapidement. Il est lui-même un peu obsédé par ce qu'il est en train de faire, et il est parfois un peu presque dangereux, en tout cas un peu agressif avec les personnages qui l'entourent. Et en fait, c'est presque un double de Michael Myers. Et je trouve que ça c'est intéressant comme évolution du personnage et la manière dont il est filmé aussi. Merci beaucoup, c'était tout à fait voulu. Merci d'avoir remarqué ça. Et c'est pour ça, à la fin, la mort, les deux visages qui se rencontrent. Oui. Merci. Oui. Ils peuvent presque se confondre à un moment, en fait, dans la maison. Ils pourraient presque être interchangeables ou interchangés. Et c'est le moment où, justement, Michael Myers devient plus humain et que Loomis part plus dans sa folie, où, en fait, ils sont comme des vases communicants tous les deux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Cette scène, elle est vraiment trop cool. Moi, j'aime vraiment quand il manque de lui donner le couteau. Et surtout, on se rend compte qu'en fait, Loomis, vu que ça a été son obsession pendant tellement d'années et qu'il s'est complètement reclus, il a fini presque par aspirer un bout du mal de Michael Myers. Et je sais, quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais assez jeune. Et du coup, je comprenais pas pourquoi Loomis était presque devenu un méchant, parce que je le considérais vraiment pas comme un gentil qui allait sauver la situation comme dans les autres opus. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une piste assez intéressante, même si j'ai très mal vécu la mort de Rachel dans ce film. Mais j'aime quand même beaucoup Tina, donc ça va. Moi, c'est un film que j'ai vu juste après avoir découvert Halloween 4. Et en fait, plus j'y repense, plus ce qui me reste en fait de cette découverte avec deux films collés l'un derrière l'autre, c'est vraiment le 5. Quand je repense en fait à certaines scènes qui m'ont soit plu, soit désarçonné, mais dans le bon sens du terme, c'est le 5 en fait qui revient. Parce que ce que je reproche à beaucoup de slashers en fait, c'est de se ressembler, c'est de suivre une espèce de cahier des charges et de ne rien tenter. Or là, même si encore une fois vous avez dit que le film a été charcuté, qu'il y a eu pas mal de bâtons dans les roues pendant la production, en fait je le trouve très original par rapport à ce qu'il aurait dû être. Et même si en fait le film n'est pas à l'écran 100% ce que vous aviez en tête, je trouve qu'il a quand même de beaux restes et que comme on l'a dit en fait avant, il y a des choses que je m'attendais pas forcément à voir, mais qui en fait après coup me restent en tête, notamment enfin ce que tu disais sur le Dr Loomis, le fait que à un moment donné dans le film il devient presque plus effrayant que Michael Myers lui-même. Il y a des plans qui sont très très réussis d'un point de vue. Oui, la scène où elle tombe effectivement dans le conduit là, je trouve que ça c'est vraiment très bien, c'est très chouette. Non, puis même le suivi de Michael Myers en fait qui est à l'agonie, qui est dans la rivière, qui se fait balloter par la flotte et tout juste avant de rencontrer le personnage. C'est pas ce qu'on s'attend à voir dans un 5e épisode d'Halloween. Et je trouve qu'en fait ça fait du bien de voir quelque chose qui change un petit peu après un 4e volet qui était sympathique mais qui était juste un bête film d'action. J'aime bien le cinéma d'action mais j'aurais trouvé ça dommage que le 5e ne soit que ça. Or là on part sur complètement autre chose. Il y a ce personnage mystérieux qui peut avoir ses détracteurs comme ses fans, mais qui rajoute aussi un petit truc en plus. C'est vraiment le plus bizarre de la saga, mais je trouve que avec le recul c'est peut-être le plus Je sais pas si c'est le plus bizarre. Ouais, non, il y a le 6. Hein. Ah, moi, je le trouve très bizarre, mais dans le bon sens du terme. Tu sais pas de quoi va être fait la scène suivante. Tu vois, que ça soit un bruitage un peu bizarre, ou que ça soit une inversion des trucs. Je pense que c'est comme pour l'Alien de Jeunet. Il a un petit côté européen. Oui, c'est vrai. Vous voyez oui. Dominique disait, donc, il avait une approche expressionniste. Bah, ça se sent, en fait, dans le film. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a une espèce d'odeur d'étrangeté dans une saga qui est très américaine. Et très codifiée. Puis peut-être là, assez différent sur la gestion de l'architecture, enfin des lieux qui sont assez vivants en fait dans les scènes. Enfin, moi j'aime beaucoup comment justement toute cette scène où Jamie a peur pour sa sœur, où on croit qu'elle va mourir à ce moment-là et où Loomis s'appelle et tout. Enfin, et là vraiment comment c'est filmé dans la maison. Je sais que même si je sais que c'est pas à ce moment-là qu'elle meurt, j'ai toujours un peu peur, quoi. Donc je trouve que ça marche assez bien. Non, puis le fait aussi de sacrifier la Final Girl de l'épisode précédent et de laisser
c'est même pas un second rôle, quoi. C'est un troisième rôle et elle meurt très vite, quoi. Donc elle est fraîche. Je l'aimais beaucoup dans le film, mais je trouve que c'est une manière de désarçonner, déstabiliser l'audience, et que non mais totalement. Oh là là, mon Dieu, c'est pas juste, et que ça rend l'audience fâchée, et ça provoque une attention puisque il va où maintenant, tu vois, le film. Et je sais, c'est très osé, c'est très risqué, mais j'y tenais, et Moustapha a finalement dit oui. Et il le regrette aussi, parce qu'il disait, c'est le meat and potatoes of America. C'est-à-dire, Rachel, l'actrice qui jouait Rachel, c'est le dénominateur commun de l'Amérique de base. C'est la gentille fille, bien fraîche, éduquée, jolie, tu vois. Et il dit, il faut pas la tuer. Je dis si, justement. Le sadique. Oui, il me faut une Rachel, non, il me faut une Tina qui est un peu plus osée, qui déborde, qui est plus libre. Oui, qui ressemble pas à une Final Girl, en fait, finalement. Elle a pas du tout, Taina, elle est plus, oui, elle est plus osée comme personnage. Elle a vu qu'elle danse devant la voiture, là, dans son costume. C'est magnifique, quoi. C'est un vrai spectacle, quoi. Rachel ne ferait jamais. Je ferais pas faire une scène pareille pour Rachel, tu vois. C'était avec le personnage de Tina qui est plus flamboyante, comme ça, qui quand elle embrasse le masque. Je pousse les choses à la limite. Le Cookie Woman, quand elles sont à la station au service, et puis la femme avec les gros gâteaux devant les seins, tu vois, ça c'est très français. Je sais très bien que je pousse, parce que j'ai créé ce poster. Évidemment, on s'amuse avec pour que Daniel donne la piste de la station essence. Puis je te remercie, Romain, parce que l'alarme était super important pour moi. Ça donnait un moment d'espoir, de pause mystérieux avant qu'il se déchaîne et qu'il tape sur ce cercueil, et que ce cercueil... Et, regardez Piège à flic. J'ai déjà mis un cercueil sur une baignoire où la femme est dans la baignoire et lui, il est dans le cercueil. Et il y a des thèmes comme ça qui ressortent dans mes qui reviennent dans les deux. Oui. Bah en fait, la force de ce film et aussi d'Halloween 4, c'est que quand tu vois ces films jeunes, la protagoniste est aussi très jeune. Elle a 10, 11, 12 ans. C'est des films que j'ai vus à cet âge-là. Et je pense que beaucoup de gens en France, aux USA, ont vu ces films-là. Et c'est quelque chose d'assez rare au final parce que les slashers mettent souvent en scène des adolescents ou plus vieux. Et c'est rare de suivre, sur 2 films en plus, une gosse. Et moi, je pense qu'en tout cas, cette séquence m'a marqué parce que j'étais un gamin, en fait. Et ça m'a eu comme ça. Je pense, par identification, te montre, en fait, que le croque-mitaine, c'est pas que pour les adolescents, quoi. En fait. C'est la force du film. Voilà, on t'a fait une bonne critique. On a été gentil. Vous avez été super gentil. Je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse et votre délicatesse vis-à-vis de moi. Vous étiez super. Par contre, les bruits rigolos des flics, hein, pas 2 fois par contre, Dominique. Tu refais pas ça. C'est terminé. Je reconnais facilement. Merci beaucoup en tout cas, Dominique. On va couper l'enregistrement. Merci beaucoup.